Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. Transmettre est consubstantiel à la nature humaine, qu'il s'agisse de la vie que l'on donne, du savoir que l'on partage, des biens que l'on lègue, des rites et croyances que l'on diffuse, oralement ou par écrit. La Cité de la Réussite est par essence le lieu où se jouent toutes les gammes de la transmission. On se presse au débat pour recueillir la parole et la pensée de celles et ceux qui s'obligent volontiers à transmettre leur expérience, leurs réflexions, leurs solutions ou leurs révoltes. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour, vous venez de voir ce petit film que nous avons pu visionner dans la coulisse. On est très heureux de vous retrouver dans le cadre donc de ce très beau colloque sur la transmission. C'est évidemment une question qui nous interpelle, qui est très importante pour nous. Et aujourd'hui, on va s'interroger sur, dans le cadre de ce thème évidemment, sur les liens entre la culture, l'art, l'éducation et l'entreprise. Au fond, que peut faire l'école en matière artistique ou en matière de relation avec le monde de l'entreprise? Est-ce que l'art, dans sa volonté transgressive, parfois peut éclairer le monde tel qu'il vit, le monde de l'entreprise, le monde du vivant, le monde qui vend et qui achète et qui fabrique? Est-ce que l'entreprise a quelque chose à voir avec la création, peut attendre quelque chose du monde de la culture et naturellement du monde de l'éducation? Voilà, on va essayer de voir s'il y a des dialogues possibles. Bien évidemment, ils existent. Si on peut encore renforcer ces dialogues et quelles sont les perspectives et si elles sont prometteuses. On va en parler avec 3 éminents représentants de ces 3 mondes. À ma gauche, Stéphane Roussel, qui d'une certaine façon représente le monde de l'entreprise, mais aussi de la création. Il est directeur général de Vivendi.
Et lui dirige une entreprise tout à fait particulière qui s'appelle Gameloft et qui, il va vous l'expliquer bien sûr, crée des jeux vidéo, mais ça c'est pour le dire très vite. Éric Ruff, administrateur de la Comédie Française, grand comédien, metteur en scène aussi, scénographe, décorateur. Enfin bon, on ne le présente pas, on lui doit en ce moment un très beau scapin mis en scène par Denis Podalides qui l'accompagne comme toujours. Et on le suit vraiment passionnément dans son travail de comédien et d'administrateur général de la Comédie Française. Et puis Gilles Pécou, qui est un peu chez lui ici, puisque il est le recteur de l'Académie de Paris. Je ne crois pas qu'il ait enseigné à la Sorbonne, me dit-il, mais à Normale Supérieure, bien sûr, et dans ce très beau lieu qui nous accueille, on est un peu chez lui. Merci donc à tous les trois d'être là. On va bien sûr avoir les questions du panel de ces jeunes filles qui ont réfléchi sur ces thèmes et qui vont nous aider à poser des questions et à orienter les débats. Et très très vite, on va leur donner la parole. Je ne sais pas si je vais les présenter maintenant. Elles sont trois, Marie, Elsa et Chloé. Il nous manque Gwendoline et elles vont nous aider à réfléchir ensemble. Alors peut-être, Stéphane Roussel, un tout petit mot de votre activité pour préciser un peu ce que vous faites et d'où vous venez aussi. Alors, donc, Vivendi, c'est à la fois la musique, on est numéro 1 mondial dans la musique, c'est Canal+, c'est Gameloft, comme vous l'avez dit, numéro 1 des jeux vidéo sur mobile. Et puis j'ai un parcours un peu particulier personnellement, parce que j'ai fait psycho et je suis venu dans le business plus tard, passant par les ressources humaines. Donc il y a un petit mélange de tout ça. Je voudrais juste dire en introduction que c'est vrai que, évidemment, dans une entreprise comme Vivendi, l'art et l'éducation et l'entreprise, c'est tellement mêlé que c'est une évidence, mais c'était intéressant peut-être à travers le témoignage, de voir comment, jusqu'où on peut aller. Hein. Juste pour commencer, c'est vrai que dans la musique, surtout à cause ou grâce au digital, se faire connaître est relativement simple. Et très rapidement, on a l'impression que ça y est, on a beaucoup de vues, on a beaucoup d'audience et que c'est gagné. Et en fait, c'est un peu un leurre parce que pour sortir du lot, il faut cultiver sa différence et on peut rarement y arriver tout seul. Donc il faut être coaché, c'est là où l'éducation intervient. Et il faut être encadré et aidé par une entreprise qui va m'amener les moyens financiers mais également tout un cadre qui va permettre à la créativité de devenir une réalité dans la durée. Donc, c'est vrai, mais ce que je dis pour cette entreprise-là est vrai pour plein d'autres. Les ponts sont multiples. Les gens du théâtre ont appris énormément aux personnes d'entreprise pour la création collective. Hein, pour Gameloft, par exemple. Les jeux vidéo, pour qu'un jeu fonctionne, il faut des designers, il faut des scénaristes, il faut des dessinateurs, il faut des graphistes, il faut des data scientists. Et c'est uniquement si la combinaison de tous crée une intelligence collective que le jeu fonctionne. Donc c'est de plus en plus vrai. C'est-à-dire que pour faire la différence, il faut mêler les technologies, il faut mêler les savoir-faire, parce que dans ce monde digital où la concurrence est multiple, avec un flux de données épouvantable presque, il faut cette différence. Alors, on va bien sûr prolonger ces réflexions très intéressantes. Éric Ruff, peut-être rapidement, j'ai essayé de vous présenter, mais votre parcours est très riche. Dites-nous d'où vous venez aussi et quelle est la réflexion que vous pouvez amorcer, sur ces thèmes. Alors, moi, j'ai fait absolument aucune étude d'administration, étant donné que j'ai fait des études de dessin et une école de théâtre. Donc, par le biais de la Comédie Française, dans laquelle j'ai vécu depuis 25 ans maintenant, j'en suis devenu l'administrateur général parce que le pouvoir qui décide de cette administration hésite toujours entre quelqu'un qui vient de la troupe, donc il y a une espèce de connaissance fine de tous les rouages et d'une certaine manière de l'art du théâtre, hésite toujours entre ce profil-là et puis un profil de plus pur administrateur, de quelqu'un qui aurait déjà administré des grands théâtres de région, de Paris, comme l'Odéon ou le TNS. Donc pour le coup, moi, ça fait 3 ans ou 4 ans que je peux parler au sein de l'établissement que j'ai la chance de diriger de la contradiction ou des épousailles possibles entre le fait d'être responsable d'une entreprise, pour le coup, et le fait de devoir avoir une sortie d'usine, une espèce de boulon assez volatile qui est l'émotion théâtrale. Donc je suis vraiment pris entre ces deux feux. Et le cliché dont on peut parler de temps en temps entre est-ce que l'entreprise et l'art peuvent se mêler ou est-ce qu'il y a une espèce de contradiction fondamentale. Je vis avec une comédienne, quand il m'arrive de parler d'entreprise, je me fais sévèrement recadrer. Il faut à chaque fois que je parle d'un théâtre. Voilà.
Évidemment, contradiction ou au contraire, j'allais dire, entrecroisement riche et fructueux, et c'est peut-être possible. Alors, Gilles Pécou, vous êtes le grand de l'éducation, vous êtes une sommité de ce monde-là. Dites-nous depuis quand vous êtes recteur de l'Académie de Paris, qu'est-ce que vous faites et d'où vous venez d'ailleurs tout simplement. Enfin, bon, on le suppose. Eh bien, moi aussi, après tout, je vais expliquer que je suis au cœur d'une contradiction. C'est bien. Et c'est vrai. Je suis enseignant-chercheur. Je suis historien. Ma formation est celle classique d'un historien universitaire. Je suis provincial et je suis arrivé à Paris au début des années 1980 à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, à 2 pas d'ici. J'ai suivi quelques cours ici. J'en ai fait quelques fois, mais enfin, ce n'était pas vraiment l'endroit où j'enseignais. Et puis, quelques années après, on va dire, quelques décennies après, je suis devenu recteur de Paris, il y a même une année, très précisément. Je n'avais jamais été préparé à faire de l'administration, comme vous, Eric, jamais. Et j'étais confronté à un métier que je ne connaissais que de nom, ou historiquement. Je savais qu'il y avait des recteurs en France depuis 1808. Je savais que Napoléon avait créé cette chose-là pour mettre des universitaires et leur confier de l'administration. Et je suis continuellement, moi aussi, aux prises avec un certain nombre d'éléments liés à la cohérence du travail intellectuel, du travail d'éducation, et puis à la gestion administrative, au fonctionnement d'un grand appareil qui est l'éducation nationale dans une académie comme Paris où on a 347 000 étudiants et 320 000 élèves en situation scolaire. Donc, il me semble, sans être au cœur du monde de l'entreprise, encore moins au cœur du monde de l'art, il me semble que la fonction de recteur nous met en quelque sorte au cœur non pas des contradictions, mais en tout cas des tensions qu'il peut y avoir entre une mission solennelle, une mission importante, celle d'éduquer le plus grand nombre, et celle de montrer qu'il n'y a pas de contradiction, mais vraiment pas, entre la démocratie, la démocratisation et l'excellence, et puis après celle de faire fonctionner son appareil. Avant d'être recteur, juste une dernière chose, avant d'être recteur, je pensais que quand on fermait une classe, on avait toujours tort. Depuis que je suis recteur, je ne dis pas qu'on a toujours raison, mais je me dis qu'on a des raisons. Et c'est malheureux, mais c'est ainsi. Donc voilà ce que nous enseigne aussi l'attention d'un métier que je ne mets pas en contradiction, néanmoins, avec ma pratique de chercheur et d'enseignant. J'ai oublié de dire que j'étais historien du 19e siècle, spécialiste de l'Europe méditerranéenne. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Alors, on va bien sûr venir aux questions de ces jeunes étudiantes qui ont réfléchi avant sur les thèmes que nous abordons aujourd'hui. Peut-être d'un tout petit mot, Stéphane Roussel, est-ce que... alors, vous nous avez parlé, bien sûr, de ce qui est créatif dans votre métier de chef d'entreprise, mais j'allais dire plus généralement, est-ce que vous avez le sentiment que dans l'entreprise, j'allais dire dans les relations entre les hommes, dans les relations entre la hiérarchie et les salariés, est-ce que cette notion de culture, mais au sens large, intervient, ou est-ce qu'au contraire, j'allais dire la recherche du profit, la recherche, les soucis matériels emportent tout et ne laissent jamais la place à ce souci-là, au fond, le souci intellectuel? Je dirais que par chance, tout ça se réconcilie assez vite parce que le résultat, le profit, n'est que la conséquence. C'est ni la cause, ni ce qui va faire vibrer. Donc, il faut le regarder comme une résultante. Et cette résultante ne fonctionne que si tous les ingrédients en amont existent. Et les ingrédients en amont, j'ai un peu dit tout à l'heure, c'est l'intelligence collective. Et comme c'est de plus en plus vrai, la diversité des parcours, la diversité des talents va faire la différence. Donc, je dirais qu'on n'a jamais vécu une époque où ça se rejoignait autant. Je prends un exemple, la promesse de Vivendi, c'est à la fois une promesse business et une promesse sociétale. C'est les talents sont partout. Quand on dit les talents sont partout, évidemment, on voit bien que pour réussir à faire la différence, il faut aller chercher les artistes au plus proche de leur création et le plus tôt possible. Et on voit bien que c'est comme ça qu'on va réussir à pouvoir les faire grandir et quelque part les développer dans notre entreprise. Et ça, c'est une promesse business, puisque c'est par cette différence qu'on fera un meilleur résultat que les concurrents. Et, coup de chance, entre guillemets,
il se trouve que, point de vue sociétal, la valorisation de la diversité est ce qui va permettre la cohésion nationale. Et cette réconciliation est vraie, évidemment, dans mon métier, mais je constate que c'est vrai dans beaucoup d'autres métiers. Il faut créer cette cohésion sociale en interne et de manière perméable à l'extérieur pour créer les conditions de la créativité qui amèneront le résultat. Donc c'est vrai qu'en France, on a tendance quand même à opposer l'un à l'autre, comme si l'entreprise avait d'un côté son chiffre d'affaires à faire, et puis quand même, si elle avait un peu de temps, il faudrait faire un peu de mécénat quand même. Mais c'est terminé, c'est-à-dire que souvent les actions de mécénat qui sont choisies par les entreprises correspondent à leur, je dirais, à leur identité. C'est-à-dire qu'on ne va plus faire de l'opéra si on est Veolia, ça n'a pas de sens. Je veux dire, on va faire quelque chose qui a indirectement un rapport avec son métier pour assumer le fait que c'est à la fois pour le résultat de l'entreprise, mais également, je dirais, pour la cohésion de l'ensemble. Alors, vous parlez de mécénat, évidemment, Éric Ruff, c'est au cœur aussi de vos préoccupations, même si naturellement, c'est le projet artistique qui vous intéresse en premier lieu, et nous, spectateurs, mais tout de même, il faut faire marcher cette maison, et le mécénat est de plus en plus présent. Il l'est peut-être davantage, d'ailleurs, à l'opéra qu'au théâtre, il est peut-être plus difficile. Quel regard vous avez, vous, sur l'apport que peuvent avoir les entreprises sur votre activité? Est-ce qu'il y a déjà, j'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas de mépris ou de réticence à aller chercher l'argent du privé? Si, notamment chez les comédiens, le mécénat à la Comédie Française n'a qu'une grosse décennie d'existence seulement. Ça correspond pas au désengagement de l'État, mais en tout cas au moment où la subvention et la masse salariale n'ont plus d'équilibre. Voilà. Donc c'était une obligation. Les comédiens ont toujours peur sur le mécénat, qui n'est pas compris à l'anglo-saxonne en France, d'une manière différente, ont toujours peur de devoir fournir des choses à l'extérieur du théâtre, devoir apparaître dans des choses dans lesquelles ils n'ont pas envie. Se compromettre, absolument. Moi-même, avant que je sois administrateur, je ne savais pas ce qu'était un mécène. Moi, j'avais deux populations que je ne connaissais pas. C'était la population des mécènes et la population des politiques. Voilà, et c'était les deux populations qui m'angoissaient un petit peu. Je me suis aperçu très vite que les mécènes que j'ai rencontrés étaient de très fins connaisseurs de la Comédie Française et plutôt des gens extrêmement éclairés, extrêmement gourmands de théâtre. Donc immédiatement, la discussion a été fort intéressante, aisée, et puis petit à petit, mon intérêt a rencontré aussi certaines connexions, certains plaisirs aussi, encore une fois, de discussion ou de montage de projets. Et puis nous avons décidé à la Comédie Française de faire une fondation pour la Comédie Française, sous égide de la Fondation de France, ce qui m'a permis tout d'un coup d'avoir à ma table des gens qui sont chefs d'entreprise et qui devenaient ambassadeurs de la Comédie Française pour aller chercher à l'extérieur les capitaux dont j'avais besoin pour garder tout simplement la Comédie Française, malgré le fantasme de maîtrise qu'elle emporte avec elle, le fait que les spectateurs puissent venir en se disant il y a des risques artistiques pris à la Comédie Française et que c'est pour ça qu'on y vient aussi. Il faut évidemment pas, là je parle en tant que responsable de cette entreprise théâtre, il ne faut pas que ce risque se transforme en échec, mais que la notion même du risque est d'une importance absolue. Et pour que ça tienne, il faut que j'aille chercher des metteurs en scène ou étrangers, il faut que je déborde un petit peu des lignes, que j'aille chercher dans des domaines théâtraux un petit peu moins classiques, différents, pour tout d'un coup créer cette envie-là, ce sel-là. Voilà. Donc c'était une obligation et d'une certaine manière, moi, qui ne suis pas, encore une fois, qui n'ai pas cette habitude-là, les relais que je peux avoir, la compréhension que je peux avoir de leur part, de la manière de mener des entreprises et comment je peux, moi, penser celle dont j'ai la charge pendant quelque temps, c'est extrêmement intéressant et pour le coup, c'est un plus absolu. Et bien sûr, cette prise de risque, vous la faites ô combien avec une cohabitation fructueuse entre Ivo Varnov, Christiane Jataï, et puis bien sûr des grandes pièces de Molière, ce répertoire et cette audace. Et c'est ce qui bien sûr fait la richesse de votre maison et l'intérêt pour nous. Alors, on va bien sûr passer la parole à ces jeunes étudiantes, mais Gilles Pécou, peut-être, vous nous avez dit, oui, je suis aussi un chef d'entreprise, évidemment. Vous avez une population très nombreuse à diriger. Mais pour rentrer peut-être plus au cœur, j'allais dire,
du système éducatif que vous représentez. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a toujours un mépris, parlons encore de ce mot-là, du système éducatif vis-à-vis de l'entreprise? Vous savez bien ce qu'on nous a dit longtemps. Non, le monde de l'entreprise ne doit pas pénétrer le monde de l'éducation. C'est autre chose. Est-ce que de ce point de vue-là, ça progresse? Je pense qu'on abordera après, évidemment, tout l'enseignement artistique et culturel qui est évidemment central aussi et qui peut-être est parfois délaissé. Mais est-ce que déjà, sur le monde de l'entreprise, est-ce que les passerelles sont suffisamment établies? On parlait en coulisses, au fond, du désarroi de certains élèves qui ne savent pas où ils vont aller après le système éducatif, après leurs études. Oui, ce à quoi vous faites allusion, finalement, c'est à la persistance des clichés et des stéréotypes. Dans tous les domaines et dans tous les registres. Est-ce que l'éducation se campe comme opposée ou face au monde de l'entreprise? Mais est-ce que le monde de l'entreprise se voit et se campe comme opposé au monde de l'éducation? Moi, face aux clichés et aux stéréotypes, j'ai une attitude très simple, presque simpliste. Je me demande qui les utilise et quand. Puis, accessoirement, pourquoi? Qui utilise, dans le domaine de l'éducation, qui est le mien, le stéréotype, le cliché de la crainte de l'entreprise, de la démonisation de l'entreprise. On l'utilise lorsque, justement, on croit être dans une attitude de défense du service public, quand on croit être dans une attitude de défense de la gratuité intellectuelle. C'est vrai qu'à HEC, on accueille plus volontiers les entreprises qui viennent débaucher des... Mais oui, c'est donc... quand utilise-t-on le même stéréotype de l'autre côté de la barrière? Je ne devrais d'ailleurs pas dire de l'autre côté de la barrière, puisque nous sommes tous logés à la même enseigne. Eh bien, on l'utilise quand on considère que l'éducation ne serait pas à la hauteur ou ne serait pas adaptée à la modernité des temps. C'est cela, clairement, contenu sclérosé, etc. Il y a dans les deux cas un lexique dont il faut se départir. Le lexique de la sclérose, de l'archaïsme d'un côté, et puis le lexique de l'instrumentalisation de l'autre. Et comment on se défait d'un lexique? Quand on confronte aux mots les réalités. Les réalités chez nous sont très claires. L'éducation nationale, ça sert, permettez-moi de dire cette banalité, à faire en sorte que les jeunes s'insèrent dans le monde professionnel, pour commencer. Cela sert... Vous savez que c'est difficile. Vous savez que les jeunes sont au chômage en très grand nombre et que ce sont eux les premiers bataillons de chômeurs. Alors, plus on est diplômé, statistiquement, moins on est chômeur, malgré tout. Je sais que ça ne se passe pas aussi simplement que cela, mais statistiquement, déjà, c'est vrai. Donc, comment se fait la rencontre entre le monde de l'entreprise et celui de l'éducation? Elle se fait à travers la formation professionnelle. On développe de plus en plus, je vous l'assure, réellement. Puis si vous êtes là, c'est que vous le savez, on développe de plus en plus des formations passerelles, des formations professionnelles qui sont adaptées aux branches industrielles, parce que les industriels, le monde de l'entreprise, participent aussi à ce développement, à ce déploiement. Je dis on développe de plus en plus, mais enfin, on n'a pas découvert ça dans les 10 dernières années. Je suis recteur, mais je suis aussi historien. La loi sur l'enseignement à la formation professionnelle, la loi Astier, elle date de 1919 quand même. De là à dire que nous sommes si étrangers au monde professionnel. Mais on développe la formation professionnelle. Ensuite, deuxième rencontre possible entre le monde de l'entreprise et le nôtre, c'est l'accompagnement sur des missions qui sont apparemment des missions non centrales du monde de l'entreprise, mais pour laquelle l'entreprise investit énormément. L'entreprise, ce fut ma découverte comme recteur, je généralise face à vous Stéphane, mais l'entreprise investit de plus en plus dans des missions justement d'éducation, d'apprentissage civique qui montre qu'il y a aussi une gratuité du travail d'accompagnement. J'en donnerai des exemples tout à l'heure. Et puis enfin, la rencontre, elle se fait autour du mécénat. Vous en avez parlé, Eric. L'université a peut-être, c'est un stéréotype que de croire le contraire, découvert depuis plus longtemps le mécénat. Nous sommes ici dans cette salle, très simple, comme vous le voyez, la salle Liard, du nom du vice-recteur Liard, recteur au début du XXe siècle. Le vice-recteur Liard, recteur de 1902 à 1917, a développé intensément, frénétiquement, le mécénat.
C'est à lui qu'on doit tous les grands accords passés avec de grandes familles à l'époque, plus que de grandes firmes, pour bâtir des laboratoires, pour bâtir l'Institut océanographique avec les Monaco, etc., etc. Donc c'était pourtant un philosophe désintéressé, aimant le service public, mais il a compris très vite qu'il y avait place dans notre vie des savoirs pour le mécénat, et donc que le capital privé, de temps à autre, a une mission de service public. Alors convenons que la France a un certain retard, et Eric le signalait bien sûr dans ce domaine-là. Alors on va bien sûr passer la parole aux jeunes étudiantes, mais un mot peut-être de Stéphane Roussel. Oui, alors pour garder le verre à moitié vide, à moitié plein, les progrès sont évidents, mais si on prend la photographie, on est très en retard en France là-dessus quand même. C'est deux mondes parallèles, c'est encore deux mondes parallèles. Et vous avez parlé les deux missions de l'éducation, c'est de donner un niveau culturel général à plus de monde possible. Je crois que la France est plutôt en avance là-dessus. Pour ce qui est de préparer au milieu professionnel, franchement, on est très en retard parce que c'est comme s'il y avait du séquentiel. C'est comme s'il y avait un temps pour les études. Et d'ailleurs, souvent, les étudiants pensent que l'objectif, c'est le diplôme et les études. C'est rarement le chose d'après, comme si c'était un univers à part, sauf pour ceux qui veulent être professeurs. Et le monde de l'entreprise, pareil, se dit, comme il y a ce décalage-là, on a du mal à faire confiance à l'institution pour aller chercher. Donc, heureusement, ça se réconcilie au niveau individuel, parce que c'est aux individus d'aller directement, mais il faut quand même admettre qu'en France, on est obligé de développer des outils que l'université n'a pas pour entrer directement en contact avec les étudiants. Il y a même une association que je préside, qui s'appelle We Take Care, qui est l'émanation d'Emmaüs, dont le directeur général est là, Jean Dédier, qui fait ça très bien. Son succès est presque malheureux, c'est-à-dire que les jeunes chômeurs dont vous parliez, ils sont malheureusement aussi assez diplômés. Quand ils rencontrent quelqu'un de Pôle emploi, ils n'ont pas le même code, ils partent de zéro, ils ne savent même pas ce que c'est que l'entreprise parfois. Ça, c'est au mieux, au pire, elle est diabolisée. Et il faut un travail de préparation sur ce que ça veut dire de se préparer au milieu professionnel, de donner les codes. Et on a décidé de le faire par le mode du digital, parce que c'est le mode de communication le plus simple, avec des applications très, 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 très ergonomiques et qui permettent de rentrer dans ce langage. Mais c'est quand même curieux qu'on soit obligé de faire ça. C'est des gens très éduqués, ne savent pas ce que c'est que l'entreprise, il faut quand même se le dire, et imaginent. Et alors, c'est d'autant plus malheureux que souvent l'entreprise ressemble plus à la vie réelle que les études. Donc, on pourrait presque les consoler en disant mais c'est pas si terrible que ça, et ça finalement ça ressemble aux compétences que vous avez à développer dans votre vie en dehors des études. Donc je suis un petit peu plus sévère, alors pas sur les progrès parce qu'il y en a eu beaucoup, mais quand même il y a encore beaucoup à faire. Un petit mot de... Alors, voilà. Et d'ailleurs on va passer la parole à la salle une fois que les étudiantes aussi auront posé leurs questions, bien sûr. Il y a indiscutablement un crédit favorable au procès, même gentil, à l'éducation. C'est comme ça. C'est comme ça, d'ailleurs. Quelques mains confirment ce que je dis. Je pense qu'il y a des raisons, mais je pense que la première des raisons, c'est de continuer à accréditer des stéréotypes du type la vie réelle, c'est à un endroit et pas à l'autre. Je ne sais pas ce qu'est la vie réelle quand on oppose le monde de l'entreprise et le monde de l'étude. Le monde de l'étude, pour beaucoup de jeunes, notamment en difficulté, c'est la vie réelle, monsieur, croyez-le. Ils n'ont pas besoin d'aller dans l'entreprise pour savoir ce qu'est la vie réelle, ce qu'est le monde du travail, ce qu'est l'effort, ce qu'est l'acquisition nécessaire de compétences. Première chose. Ensuite, j'aime beaucoup Beaumarchais, mais quand Beaumarchais dans Figaro dit « j'ai compris qu'il fallait opposer le savoir et le savoir-faire », là j'aime moins Beaumarchais. Et pourtant, je continue à l'aimer. Parce que nous, avec les entreprises avec lesquelles je travaille, et il y en a, et elles travaillent en amont. Elles ne travaillent pas seulement en aval. Il faut être présent en amont. Et beaucoup d'entreprises sont présentes. Dans mes conseils de poste d'orientation post-bac que j'ai installés, et comme tous les autres recteurs, entre parenthèses, eh bien, j'ai des représentants des entreprises qui sont là pour travailler depuis longtemps en amont, qui sont là pour dire que peut-on faire pour expliquer ce qu'est le monde de l'entreprise, plutôt que de constater après que les jeunes ne le connaissent pas. C'est cela dont on a besoin, c'est ce qu'on est prêt à faire, et j'espère que vous l'êtes aussi. Alors, on va écouter évidemment les réponses des uns et des autres. Peut-être une question, Marie, Chloé ou Elsa. Peut-être d'abord, si vous en avez une pour Éric Ruff, on peut l'écouter. L'une de vous trois, oui ?
Et alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Marie et je suis étudiante à HEC en ce moment. Voilà. Et pour continuer sur la référence à Beaumarchais, j'ai une question sur la formation, avec cette citation de Max Weber qui disait dans Le savant et le politique qu'on ne peut pas être en même temps homme d'action et homme d'étude sans porter atteinte à la dignité de l'un et de l'autre métier, sans manquer à la vocation de l'un et de l'autre. Alors, ma question, c'est est-ce que dans un sens, la formation artistique et littéraire et celles d'hommes ou de femmes d'affaires sont incompatibles, et est-ce qu'il faut dans une certaine mesure faire abstraction de son bagage éducatif pour pouvoir agir efficacement en entreprise? Est-ce que celui qui pense peut être aussi celui qui agit, Eric? Est-ce que l'intellectuel peut conseiller le prince? Est-ce qu'il y a une... Les études et la formation de théâtre a ceci d'assez essentiel et contradictoire que la plupart des gens qui font ce métier ne sont pas diplômés. Et moi, je sors des plus grandes écoles de théâtre en France, et très régulièrement, lors de casting, j'ai vu que celui qui n'avait aucun de mes diplômes était choisi sur une qualité simplement humaine. Il répondait exactement à la fenêtre qu'il fallait remplir pour le producteur ou le réalisateur. Donc, d'une certaine manière, je ne sais pas si je réponds, si c'est le bon champ d'application, mais si c'est à moi qu'on pose la question, elle ne se pose pas à savoir, quand on fait du théâtre, on réfléchit et on agit. Il n'y a aucune contradiction. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas un metteur en scène qui vous dit il y a ça qu'il faut faire et que l'acteur ne fait que l'appliquer. Donc il y aura quelqu'un qui pense et quelqu'un qui agit. Celui qui joue est en train de penser au même moment qu'il agit. C'est justement la formidable rencontre entre les deux qui fait un moment de théâtre. Le seul conseil, moi, que je peux donner à des gens qui veulent faire ce métier, c'est de développer des qualités qui ont l'air d'être opposées, mais qui sont tout à fait essentielles pour le théâtre. À savoir, il faut être extrêmement cultivé et il faut aussi savoir être un pur ravi de la crèche. Il faut être extrêmement rapide, il faut être extrêmement lent aussi. Il faut tout savoir et être capable de tout oublier. Il faut être d'une grande légèreté et il faut être rétif comme un animal. Les deux sont absolument essentiels quand on aborde cette chose-là. Il y a une chose que j'ai pu vérifier, peut-être que c'est des choses qu'on a plus de mal à faire parce que peut-être qu'on n'en a pas la géographie en entreprise. Nous, au théâtre, on ne cesse de faire ça. On se met autour d'une table, il y a des dramaturges, il y a des intellectuels, il y a des gens qui viennent du monde de l'éducation, du monde de l'université, il y a des gens qui n'ont fait aucune de ces études-là. Tout le monde discute, on a des masses de livres, des piles de livres, et il y a toujours un moment où la vérification ultime, c'est le porteur d'eau, c'est l'acteur qui décide, lui, de faire l'animal le plus absolu, qui n'a pas à choisir entre les propositions, qui les porte. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que ça met tout le monde d'accord. C'est assez drôle parce que ça met d'accord l'universitaire, celui qui n'a pas fait d'études, l'intellectuel, le praticien, le technicien, etc. Ça met tout le monde d'accord parce que tout d'un coup, comme si on regardait une source, tout d'un coup, l'eau coule. Le sens coule, il est le plus évident et ça met tout le monde d'accord. Donc tout ça pour vous dire que cette citation, sans doute dans un autre champ d'application, doit avoir sa pertinence. Au théâtre, ça n'en a pas. Il n'y a pas d'équipe réservée de ceux qui agissent et de ceux qui pensent. Il n'y a que l'espoir d'avoir exactement la même. C'est vrai en entreprise aussi. Bien sûr. On ose espérer, évidemment, Eric, que c'est vrai pour tous les champs d'application, et c'est ce que dit Stéphane, bien sûr. Oui, alors c'est vrai que, je ne vais pas vous dire, il y a deux parties dans votre question. Il y a aussi, si j'ai fait des études littéraires, est-ce que je peux... Enfin, moi, je ne peux pas dire le contraire, j'ai fait psycho. C'est peut-être de plus en plus le cas. Oui, c'est de plus en plus le cas. Pourquoi? Parce que vous avez parlé du savoir et du savoir-faire. Le plus important, c'est le savoir-être, ce qu'a expliqué Eric, de plus en plus. Pourquoi? Parce que vous êtes en interaction et l'intelligence collective avec les autres. Donc le savoir et le savoir-faire, c'est évidemment très important. Mais ce qui va faire la différence, c'est vous, comme vous êtes, en tant que personne. C'est pour ça qu'on a trop tendance à penser que l'entreprise va choisir un diplôme. Mais en fait, on va choisir une personne. Ne croyez pas que vous êtes prisonnier de votre formation. Mais ça a évolué sur ce plan-là. Oui, ça a évolué énormément, mais il faut qu'on évolue des deux côtés. Je suis d'accord. Hein. C'est des deux côtés qu'on doit se dire. Bon, et d'ailleurs, dans les techniques de recrutement, on met plutôt de plus en plus l'accent là-dessus et on va plutôt regarder ce que vous avez fait en dehors. C'est presque ce que vous avez fait en dehors de vos études, parce que les études, c'est presque, ok, c'est le passeport, comme vous l'avez dit, il faut quand même l'avoir, mais après, on est intéressé par votre expérience. Alors, souvent, le théâtre est très formateur pour l'entreprise. On utilise beaucoup des gens de théâtre, d'ailleurs, pour nous former en entreprise sur
cette capacité à créer et à passer à l'acte ensemble. Donc, effectivement, moi j'insiste beaucoup là-dessus, c'est ce savoir-être qui malheureusement n'est quand même pas beaucoup enseigné en général. Hein. Il y a un débat là. Entre il y a un début, mais quand même, non, c'est pas vous, d'ailleurs, c'est le système français qui insiste plus sur le savoir. D'ailleurs, la sélection est plus faite sur le savoir et savoir-faire. Il y a même des endroits où vous êtes pris sans jamais avoir été, où c'est vraiment le dernier moment qu'on vous voit, même en tant que personne. Donc, le modèle de sélection est quand même pas énormément basé sur le savoir-être et on l'apprend pas beaucoup dans les écoles quand même. Réponse. Comme je vous ai dit que mon combat à moi, réellement, c'était de lutter contre les stéréotypes. Je ne vais pas passer mon temps à guerroyer contre des stéréotypes. Première chose. Il subsiste. Mais c'est vrai. La deuxième chose, c'est que je crois très simplement, très clairement, et je suis là, et si je développe, je peux vous le dire, comme d'autres, les liens intrinsèques entre le monde des acteurs socio-économiques, on va l'appeler comme cela, et le monde de l'éducation, mais de façon intense. Si je fais cela, c'est que je crois justement qu'un grand nombre de choses nous sont communes. Elles nous sont communes pour nos ambitions, mais elles nous sont communes dans nos façons de faire. Alors, ça c'est un premier élément. Le deuxième, c'est que moi je suis d'accord, bien sûr que nous devons juger de ce qu'est une personne, une personnalité, un être, ses compétences, en clair son potentiel. C'est vieux comme le monde d'essayer de choisir quelqu'un sur son potentiel. Mais ce que je sais, moi, c'est que tout ce qui est capacité d'expérimentation extrascolaire, ça a d'abord comme élément d'être une conséquence très claire des inégalités ou des différences sociales. Ce que tout le monde apprend à l'école, je le sais. Ce que tout le monde fait en dehors de l'école, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. La capacité d'expérimentation, ce fameux savoir-être, qui est une façon de parler, qui est une façon de s'affranchir des codes parce qu'on les a bien respectés. Vous savez, on ne dépasse bien que ce qu'on connaît bien. Ça, la dialectique a raison de ce point de vue. Donc, ce luxe qui permet de dire il y a les études d'un côté et il y a tout ce que je puis faire fructifier d'autres, quelquefois, pas toujours, mais quelquefois, surtout dans un pays comme le nôtre, signé par de grandes inégalités face au savoir, comme l'ont montré les grandes enquêtes internationales. Souvent, ces capacités-là, ces compétences-là, elles sont malgré tout un marqueur lié aux inégalités sociales. Donc, quand je pense au diplôme, je ne pense pas que c'est mieux. Enfin, si, un peu quand même, tout de même. Autrement, je ne serais pas là. Je pense que c'est mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ce n'est pas non plus l'essentiel. Ce qui est essentiel, c'est ce que donne, avoir et sanctionne, au sens positif, un diplôme. Un diplôme, il ne sanctionne pas que des capacités mécaniques et des apprentissages qui seront sans prise avec la réalité. Autrement, peu de gens seraient là, du reste. Un diplôme sanctionne une capacité d'adaptation à la réalité. Il faut que nous soyons de plus en plus vigilants face à cette mission que nous donnons au diplôme. Et en dehors du diplôme, quand on teste, comme vous le dites, dans le monde de l'entreprise, beaucoup de situations d'expérience en dehors de l'école, sachons très clairement ce que l'on teste. On teste les voyages que les enfants et les jeunes ont fait avec leur famille. On teste leur consommation artistique, souvent socialement connotée. Donc, soyons très vigilants aussi. Je ne dis pas qu'on n'ait pas raison. Je dis qu'il convient quand même de ne pas tout mettre d'un côté comme positif et tout mettre de l'autre comme négatif. Une remarque évidemment importante. Peut-être une autre question, alors, présentez-vous aussi comme... Alors bonjour. Non, je crois que ça va marcher. Oui. Voilà. Bonjour, je m'appelle Elsa Marinelli, je suis étudiante ici même à la Sorbonne. Donc pour l'instant, on a essayé de fixer le dialogue entre art, éducation et entreprise. Et maintenant, je voudrais m'intéresser aux limites de coopération entre art et éducation. Donc prenons par exemple la performance de l'artiste luxembourgeoise Déborah de Roberdis, qui consistait à poser nue devant le tableau de la Joconde pour donner vie à Mona Lisa, la sortir de son mutisme. Or, cela a choqué autant les visiteurs présents au Louvre et les personnes qui ont réagi sur les réseaux sociaux. Donc, y aurait-il alors une contradiction entre les valeurs que l'école reconnaît à l'art
et la liberté artistique. Alors, est-ce que l'art peut... Oui, alors est-ce qu'on a le droit d'être transgressif? Quel message à ce moment-là ça envoie à la société, Eric Ruff? Parce qu'au fond, quand vous êtes audacieux chez vous, dans votre maison, vous êtes comme cet artiste-là qui va choquer aussi parfois. Enfin, disons que vous n'avez pas peur d'essayer de choquer ou de prendre ce risque-là. Mais ça dépend où se situe la transgression. Si elle parle de liberté de penser, si elle parle de liberté de créer, de liberté de parole, de liberté de représenter, c'est des valeurs qui sont totalement partagées avec l'éducation. L'éducation sert aussi à penser de façon autonome, donc de pouvoir se mettre en paradoxe, enfin voilà, élargir les choses. Ensuite, c'est un créneau en art. Aussi, la transgression. C'est même quelquefois totalement organisé. De temps en temps, les artistes ne veulent pas l'être, ils sont mis dans un créneau, ils devraient l'être vis-à-vis du public. On connaît toutes ces choses-là. La transgression, de temps en temps, c'est aussi qu'un certain écrit ou une certaine pensée rencontre son époque et s'y oppose ou l'épouse d'une manière tellement manifeste qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est pas facile de répondre à ça. Le spectacle qui a été un petit peu polémique à la Comédie Française il n'y a pas longtemps, ça a pu être Les Damnés, monté par Ivo Van Hove, dans le sens de la représentation. Alors qu'est-ce qu'il y a d'écornu au théâtre? Dieu qu'on en a vu. Enfin, on sort d'époque où de temps en temps, quand il y a un comédien habillé qui arrive, on se dit tiens, voilà quelque chose de moderne. Voilà. Les seaux de sang et tout ça, on a vu tout ça. Là où je trouve que le spectacle de Van Hove est fort, c'est que on a tendance, nous, dans nos livres, qui synthétisent les choses, à apprendre que c'est une époque terrible, une scorie d'une violence extraordinaire, un moment du peuple allemand, etc. Là où Ivo Van Hove appuie, c'est que tout d'un coup, le miroir derrière lequel nous serions protégés en disant c'est pas nous, c'est les autres, il y a quelque chose dans son spectacle qui procède de la fascination. Donc il y a un moment où ce qu'ils ont pu vivre, il nous le fait vivre à un certain moment et il nous fait tester en nous la manière dont on aurait pu se faire avoir aussi. Et cette chose-là, elle est quelquefois un peu effrayante ou transgressive d'une certaine manière. L'autre spectacle était La Règle du jeu, qui a fait polémique aussi, parce que La Règle du jeu, Christiane Jataï, elle s'amuse à une chose que moi je trouve très fertile, mais d'une certaine manière que les gens prennent de la transgression en disant c'est n'importe quoi, c'est pas du théâtre. Elle est censée mettre en scène une soirée ratée, et en mettant en scène une soirée ratée dans la narration, elle frise le spectacle totalement nul. Donc, elle nous fait épouser... en la filmant. Oui, absolument. Donc, elle nous fait frôler une zone dont on n'a pas l'habitude, parce que notamment à la Comédie Française, on est capable de vous faire passer des soirées merveilleuses chez Tchekhov, alors que Tchekhov dit à quel point c'est ennuyeux. Mais comme le samovar est très beau, que la couleur du thé est choisie, que les acteurs sont magnifiques, etc., on trouve ça très beau. La Christiane Jataï, c'est une autre technique de représentation, mais dont on n'a pas l'habitude. Certains spectateurs se trompent, pensent que c'est n'importe quoi, parce qu'elle frôle ces zones-là d'hyper-représentation, où tout d'un coup, la limite entre le public et la salle est... Voilà. Pour moi, les transgressions les plus belles et les plus fertiles sont celles-ci, qu'on ne remarque pas en tant que telles, mais qui nous restent dans la bouche pendant très longtemps au sortir des spectacles, plutôt qu'un cornu sous un tableau qui dessine. Voilà, il me semble. Bien sûr. Gilles Pécou, oui. Vraiment peu de choses à ajouter à ce que vient de dire Eric. Nous devons, comme éducation nationale, préparer nos jeunes à admettre. Pas à tout admettre, mais à admettre la liberté de la création. Nous devons essayer de leur donner les moyens, quelles que soient leurs habitudes, leur origine sociale, les moyens de réagir face à la liberté esthétique. Est-ce qu'on peut leur montrer, on peut tout montrer, des choses transgressives ou oui. La pièce d'Ivo Van Hove, enfin les damnés oui. Les élèves, les jeunes font très vite le départ entre la provocation en quelque sorte biodégradable, qui ne sert à rien, et puis une provocation créatrice. J'en suis persuadé. Eric Ruff a rappelé une chose très simple, c'est que la transgression, c'est aussi l'anticipation.
hein, et l'anticipation, c'est l'avant-garde. Et nous avons comme mission aussi, même si ça ne se voit pas, nous avons comme mission aussi de préparer nos jeunes à recevoir les avant-gardes. Alors, je me tourne vers le monde de l'entreprise. Évidemment, on va reprendre une question de ces jeunes. Stéphane, est-ce que la fonction subversive de l'art, elle, est compatible avec, j'allais dire, les valeurs capitalistes de l'entreprise? Est-ce que là, il n'y a pas une contradiction ou est-ce qu'aujourd'hui, non? Non, parce qu'encore une fois, le client, je dirais, l'auditeur, on peut appeler ça le spectateur, tous ceux qui veulent consommer du divertissement, demandent la différence. Donc si la transgression, et c'est lui le meilleur juge, si la transgression correspond à un sens qui est plus fort, c'est vrai qu'on a tendance à rechercher toujours quelque chose de nouveau quand même, et la course au nouveau est très forte. Et la bascule est limite entre est-ce que je le fais pour faire la différence seulement ou parce que ça a un sens artistique. Et c'est très compliqué. Et c'est normal que quand vous êtes dans la locomotive, vous êtes obligé de tenter des choses. La Comédie Française tente des choses et heureusement, parfois c'est compris, pas compris, mais au moins est obligé de tenter. Et en entreprise, il y a un point commun, on est dans la prise de risque et c'est la bienvenue. Et c'est pour ça qu'on va aller chercher des gens très différents. Alors, je ne veux pas revenir sur le débat. Ce que je veux dire simplement, c'est pourquoi le savoir-être pour moi n'est pas source d'inégalité, au contraire. C'est un vecteur d'égalité des chances, c'est que je le vois bien dans le milieu qui me concerne, artistique, que ce soit pour Canal+, les plus grands talents qu'on a eu dernièrement, ils ne sortent pas forcément des grandes écoles. Et ce n'est pas parce qu'ils ont eu une famille qui leur a permis d'avoir les codes. On va les chercher partout où ils sont. Les musiciens viennent de n'importe quel univers, ils peuvent diplômer, pas diplômer. Et ce qui est vrai dans l'art est vrai aussi pour réussir en entreprise. Donc je ne vais pas opposer l'un à l'autre. Il est évident que quand vous avez un diplôme complet, c'est beaucoup plus simple de voyager. Mais je ne voudrais pas qu'on pense que ça suffit. Et je ne voudrais pas qu'on pense que parce qu'on n'a pas fait, c'est impossible. Et heureusement d'ailleurs, c'est ce qui rend la vie plus de sel. Donc oui, il n'y a pas pour moi de contradiction entre cette idée de provocation, de prise de risque et l'entreprise. Que l'entreprise, c'est justement ça, c'est de courir à la limite du nouveau que le client ne connaît pas encore et qu'on va essayer de lui faire découvrir en se plantant parfois et en essayant d'autres fois. Alors c'est vrai que dans la culture française, souvent on préfère ne pas essayer pour ne pas tomber. Quelqu'un qui a créé 3-4 boîtes aux États-Unis à 28 ans, il n'est pas vécu comme un loser. Quand il va en entretien, il a essayé 3 fois. C'est pas il a échoué 3 fois. Donc il faut aussi que cette culture du risque soit valorisée, soit promue et soit acceptée. Et je pense que l'entreprise en est capable. Merci Stéphane Roussel. Marie, Chloé, Elsa, une autre question? Oui, alors je suis Chloé, j'étudie l'histoire à l'École normale supérieure et ma question va être plutôt pour vous, Monsieur Roussel. En fait, j'aimerais revenir sur cette expérience que vous avez eue avec Vivendi, donc Cultures with Vivendi, qui est en fait une plateforme de diffusion d'actualités culturelles. Et en fait, je m'interrogeais sur le bilan de cette expérience. Est-ce que vous jugez cette expérience réussie, ou alors est-ce que les entreprises qui souhaitent s'investir dans la diffusion culturelle, dans la diffusion artistique, doivent se limiter au mécénat? Voilà. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette expérience déjà? Cette expérience, c'est de faire à travers un site, de faire découvrir justement des avancées culturelles autour des arts qui sont chez Vivendi, la musique, la vidéo, le jeu, et de manière assez pointue. Donc c'est un échec si on regarde l'audience. Si on faisait ça pour avoir plus d'audience, il y a plus d'audience dans MyCanal et dans ce qu'on fait dans d'autres univers. Le but, c'est d'être plutôt à la pointe. C'est comme la Cité de la Réussite qui va certainement donc être sur les plateformes vidéo. Si le critère, c'est l'audience, ça ne va pas faire des millions. Mais si le critère, c'est donner accès à des gens qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, de regarder le débat et de s'enrichir, alors c'est réussi. Donc c'est vrai que ce site dont vous parlez, en termes d'audience, est faible. Et par contre, on a l'impression qu'il donne quelque chose, du grain à moudre pour ceux qui veulent rentrer dans le système. Merci beaucoup. Alors peut-être une autre question des étudiantes. Après, évidemment, on va passer la parole à la salle parce qu'il faut que vous réagissiez vous aussi. D'accord. Alors aussi pour Monsieur Roussel, on parle souvent de cette nouvelle génération de métiers créatifs dans l'entreprise, notamment dans la communication par exemple ou la pub, qui permettrait du coup aux employés d'exprimer leur créativité dans leur travail quotidien. Et je me demandais si c'était pas une vision un peu réductrice de l'art finalement, de le mettre de telle manière au service du chiffre d'affaires.
et s'il n'y avait pas d'autres fonctions et applications pratiques que l'art pouvait avoir en entreprise. Deux questions. On peut faire de l'art sans vouloir autre chose que de faire de l'art, de ne pas en faire son métier. Donc là, il y a le critère de réussite par l'argent n'existe pas. Et puis il y a faire de l'art son métier. Et là, évidemment, il faut qu'il y ait un résultat derrière. Alors ça, c'est la première réponse. La deuxième, c'est oui, c'est vrai que c'est un peu schématique de réduire l'art à ce qu'il apporte justement dans les métiers périphériques à l'art. Ça nous apporte beaucoup. Je prends l'exemple du mélange de technologies pour qu'une nouvelle idée paraisse. Nous, on réunit de plus en plus, moi je réunis de plus en plus des gens de tout univers, musique, Canal+, Dailymotion, les jeux, pour dire mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau parce qu'on est ensemble, pas dans votre spécialité. Et donc ça, c'est un peu de la création et on essaie de s'inspirer de ce qui se fait dans le domaine créatif parce que l'entreprise a moins de savoir-faire là-dessus. Et la façon dont on est monté une pièce, souvent, il y a à apprendre dans la méthodologie. Et d'ailleurs, je reprends l'exemple de la technologie. La Comédie Française récemment a réussi à intégrer les nouvelles technos au service de l'art. Là aussi, c'est dangereux. Il ne faudrait pas que la techno dépasse l'art. Mais dans les damnés, on voit bien qu'il y a des innovations théâtrales qui n'existeraient pas si on ne savait pas jouer avec la caméra. Alors après, on peut débattre jusqu'où il faut aller. Est-ce qu'il faut être esclave de cette innovation ou pas? Mais en tout cas, ça pose question. Et je pense, dans ce domaine-là, que le monde de l'art a plus vite progressé que l'entreprise en sachant intégrer ces technologies. Éric, peut-être un mot sur effectivement l'apport de cette nouvelle technologie, donc de ce qui est mis au point par une entreprise, évidemment, au service de l'art. C'est pas une régression, c'est une... Non, pas du tout. Mais toute la technique qu'on peut convoquer ne sert qu'à une chose, c'est au plaisir que le spectateur a quand il vient en live entendre quelqu'un en face de lui. Donc cette chose-là ne changera jamais. La technique changera, mais cette espèce de chose qui existe depuis le début du monde, quand on se demande si les valeurs capitalistes vont avec les valeurs du théâtre, d'une certaine manière, le prédateur n'est pas forcément le capitalisme dans l'histoire. C'est peut-être nous qui attirons les entreprises à nous, parce que nous possédons une espèce de chose échappante dont l'entreprise a absolument besoin, ou une conscience d'un hasard, d'un risque, d'une temporalité qui n'est pas la sienne et qu'elle a besoin peut-être de réintégrer dans ses schémas. Donc c'est peut-être nous les prédateurs. Enfin, on pense toujours dans ce sens-là. J'en suis pas totalement sûr parce qu'on existe depuis très longtemps. Et vous existerez encore mais très, oui, très, et très longtemps. même les hologrammes et toutes ces choses-là n'ôteront jamais le fait qu'on vient voir en face quelqu'un qui parle d'une certaine manière à sa place, qui nous représente mieux ou exactement, ou même en dessous, mais qui nous représente cette chose-là. On parlait de stéréotypes et de clichés. Effectivement, il est beau de les combattre, il est normal de s'en ennuyer, mais d'une certaine manière, il y a toujours une profonde vérité là-dedans. C'est bien que ça résiste, c'est bien qu'il y ait un tribord et un bâbord et qu'on ait mal au bras de régater entre les deux. C'est normal. Il faut aussi... Moi, je dirige une entreprise, ne répétez pas ça à ma compagne, je dirige une entreprise, donc j'ai des nouveaux métiers qui sont ceux qu'apporte l'entrepreneuriat, d'une certaine manière, des métiers qui n'existaient pas dans les théâtres, dont j'ai absolument besoin. Mais, encore une fois, la sortie d'usine, qu'est-ce que c'est pour nous ? Qui va se dire ça c'est réussi et ça n'est pas réussi quand on parle d'un spectacle, parce que même la fréquentation n'est pas un critère d'une valeur absolue, sans doute et surtout pas d'une certaine manière. Je sais par exemple sur des spectacles qui ont fait la mythologie de la Comédie Française, dont d'ailleurs tout le monde a l'impression que ça n'était pas à la Comédie Française. La Bérénice qu'a monté Michael Gruber par exemple, c'était à la Comédie Française, c'était un four total au niveau de la billetterie. Les gens sortaient, se levaient, on entendait les strapontins, c'était une sorte de bataille d'Hernani, comme ça. Pourtant, c'est ce spectacle-là qui représente maintenant la Comédie Française et sa capacité à être novatrice, à faire partie de son temps, et depuis toujours. Donc, d'une certaine manière, on a du mal à classifier les choses dans le même sens. Donc, ça résiste. Et c'est pas mal que ça résiste. Les critères d'évaluation, on ne les a pas. Les critères dans le temps, on ne les a pas non plus. Et d'une certaine manière, ça s'appelle la vie, et d'une certaine manière, l'entreprise doit s'y coller et s'y colter à la vie, parce qu'elle ne peut pas tout mettre dans des schémas, et que cette chose-là, peut-être que le fait de venir regarder... Moi, je ne ressens pas du tout la présence des mécènes à la Comédie Française comme étant l'avant-garde d'une prédation où j'y mets ça, je vais perdre ça. Enfin, absolument pas. Je vois plutôt des gens
que ça intéresse, parce qu'économiquement, la Comédie Française, moi j'ai besoin d'équilibrer mon budget, mais j'ai des subventions. Je suis pas du tout un entrepreneur privé qu'on peut désigner comme quelqu'un qui s'en tire super bien. Pas du tout. Je suis dans une autre économie. Donc c'est pas ça qu'ils viennent chercher chez moi. C'est sans doute la manière d'accepter, d'organiser ce hasard-là. Peut-être que les entreprises, de temps en temps, ne savent pas organiser ce hasard-là, le reconnaître. De temps en temps, l'éducation aussi. On parle toujours de l'éducation du théâtre. On s'aperçoit que 98% des acteurs ou des gens qui sont dans ce métier ont fait du théâtre à l'école. Donc cet humus-là est d'une importance dingue. Et alors pourquoi ? Moi, je peux le dire pour moi et je l'ai vérifié sur d'autres. Très souvent, il y a quelque chose de totalement accompagnant, mais de totalement exogène dans l'enseignement du théâtre à l'école. Parce que les derniers seront les premiers au théâtre. C'est-à-dire que souvent, ça inverse totalement les hiérarchies et c'est une respiration dingue dans une classe, à quelque niveau qu'on se soit, que tout d'un coup, celui qui est un petit peu désigné comme celui qui a la traîne, tout d'un coup fasse quelque chose de ce qu'il pensait être des défauts et s'aperçoit que c'est des qualités. L'impossibilité de se concentrer, le trop de santé, le trop d'insolence, etc. Tout est bon dans le cochon théâtral. Donc ça consomme totalement cette chose-là et que le premier de la classe qui était sur un trône est un peu généralement obligé de descendre de quelques marches parce qu'il faudrait qu'il s'appuie sur autre chose que sa capacité à répondre immédiatement. Il devrait développer une autre capacité. Donc cette chose-là, voilà, ça intéresse aussi l'éducation. Nous sommes évidemment tous, encore une fois, moi je ne fais pas de différence entre les deux. Je prie pour que ça se mêle un petit peu plus et que l'éducation nationale s'appuie plus, c'est une question de crédit évidemment, mais s'appuie plus sur cette matière-là. C'est ce qu'on appelle faire un peu ce qu'on disait, faire ses humanités. Il y a une espèce de maïotique au théâtre qu'il est quelquefois on a quelquefois du mal à l'organiser dans d'autres secteurs. On prie pour que ça soit un peu plus développé. Le nombre d'enfants qui ont été rachetés par le club théâtre alors qu'ils étaient en déshérence à l'école. On peut parler du club de foot aussi, parce que ça peut aussi servir bien sûr de lien. Est-ce qu'il n'y a pas un retard là au théâtre, tout de même ? On peut jouer beaucoup plus longtemps qu'au foot. C'est ça qui est intéressant. C'est vrai. Ça dépend aussi. Ça dépend si on veut absolument marquer des buts, mais on peut continuer à jouer au ballon. Ce qui intéresse, c'est la pratique et pas forcément le résultat. Oui, il y a un retard. Oui. De ce point de vue, en tout cas un retard. Il y a conscience qu'il faut, en tout cas, faire plus et mieux. Je pourrais vous citer un certain nombre des dispositifs qui sont faits pour cela depuis quelques années, qui ont été réaffirmés comme très vigoureux par nos deux ministres, celui de l'Éducation et celle de la Culture, qui, comme premier signe, se sont vus immédiatement après leur installation. Donc oui, il y a un retard, mais nous en avons conscience, vous le savez, du reste. Vous le savez aussi parce que le mythe de l'élève premier partout, eh bien, c'est un mythe. Alors, il reste, je vous rassure, pour les parents, il reste des élèves qui sont premiers de classe partout, mais il reste surtout, et il y a de plus en plus d'élèves chez lesquels on entend déceler d'autres compétences, d'autres talents, d'autres compétences. Et lorsqu'on affirme que ce qui nous importe, c'est la confiance, c'est-à-dire une société de la confiance liée à l'école, c'est pas rhétorique, réellement. Et la confiance en soi et la confiance en autrui, c'est quelque chose, je crois, qui s'acquiert aussi largement en lisant du théâtre et en pratiquant du théâtre, en lisant beaucoup de choses, en pratiquant des activités artistiques. La transmission, qui est l'objet principal de notre rencontre, c'est pas simplement un mouvement, une dynamique verticale, nous le savons bien, c'est graduel et cela est fait de rencontres qui se succèdent, successives, d'échelles qui sont... Eh bien, la pratique artistique, la rencontre avec des artistes, la rencontre avec des activités, mais aussi la connaissance des œuvres, ça fait partie de toutes ces choses qui ne sont pas directement scolaires, c'est vrai, mais qui apportent beaucoup à la confiance que peuvent avoir des élèves. Donc oui, il nous reste des choses à faire, mais oui, nous avons commencé à les faire.
Alors, peut-être une autre question encore, et après, on va passer la parole à la salle. Peut-être une dernière. Oui. Oui, en fait, alors pour l'instant, jusqu'à présent, on a parlé en fait des élèves qui sont en formation professionnelle, des élèves en cursus généraliste. Mais qu'en est-il en fait des enfants qui ne trouvent pas leur place dans l'école de la République, notamment les surdoués, les dyslexiques et les créatifs? Voilà. Bien sûr. Peut-être des handicaps qui sont mal pris en compte, d'ailleurs dans notre société globalement, pas simplement dans le monde de l'éducation. Non, là, c'est une question évidemment extrêmement importante que vous posez. Le service public, puisque je représente le service public d'éducation, a-t-il toujours immédiatement répondu à cette demande? Ce que je puis vous dire là, pas simplement une déclaration pieuse comme cela, c'est que l'accompagnement des élèves en situation de handicap, puisque c'est de cela que l'on parle, dans tous les cas, réellement, croyez-moi, est une priorité de notre ministre et de notre administration. Alors maintenant, une fois qu'on a dit cela, vous pouvez me dire comment vous faites. Qu'est-ce que vous faites? Puisque nous sommes en train de parler d'art, nous savons très bien que dans le processus de transmission, le cognitif et l'affectif doivent fonctionner ensemble. Et nous savons aussi que l'affectif, lié souvent à la création, c'est un ferment, un vecteur qui permet, sous la forme parfois d'apprentissage alternatif, de faire arriver, de hisser des enfants qui, de prime abord, avaient plus de difficultés. Simplement, une fois que j'ai dit ça, je voudrais aussi rappeler que tout enseignement moins scolaire ou plus alternatif n'est pas réservé aux situations d'accompagnement, doit être en même temps généralisé. Souvent, l'innovation pédagogique, elle part de situations d'enfants, de jeunes qui sont un peu en position de difficulté, de marginalité. Pour leur apporter des solutions, on essaie de trouver, on ne trouve pas toujours, hein, mais on essaie de chercher quelque chose. L'art, la création, là, je puis vous dire à 100%, est au cœur d'un certain nombre de solutions qu'on trouve. Après, à charge pour nous de dire ce qui a marché pour ces jeunes doit aussi marcher pour les autres, doit aussi être généralisé. Mais là aussi, oui, il nous reste du chemin à faire. Mais permettez-moi de dire que nous avons vraiment conscience et que tout ce qui est fait en matière de véritablement, compris de budget, je dis les choses très, très simplement, dégagé en relation avec le ministère de la Santé sur les situations d'accompagnement du handicap, qui existaient déjà, hein, dans le sillage de choses importantes qui ont été faites depuis ces 4 dernières années, est en train de devenir spectaculaire. Que Dieu vous entende, monsieur le recteur, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'on constate un vrai retard de la France par rapport à certains de nos voisins, comme la Belgique, comme l'Angleterre, et sans doute, et beaucoup de familles ici, très désorientées, sont obligées d'aller à l'étranger pour faire prendre en charge leur enfant, qui a sa différence. Alors, on va bien sûr revenir à vous, étudiante, mais peut-être une ou deux questions. Voilà, oh là là, oh là 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 là. Oh là. Alors, il faut peut-être apporter un micro. Oui, voilà. Peut-être, madame, on va essayer de serrer les... Elle va se faire massacrer, le recteur, oui. Peut-être, ça va être les questions pour le... Non, non, c'est une question pour vous, monsieur Ruff. Donc, vous êtes acteur de la transmission de l'émotion, et ça suppose 2 questions. Qui transmet et à qui on transmet? On vit aujourd'hui une crise migratoire sans précédent, et on a la mission d'intégrer ces personnes qui arrivent sur le territoire français par la culture notamment, par le travail et la culture. Donc vous êtes un acteur de cette intégration, parce que je sais que la Comédie Française, sur ses fonctions support, accueille des réfugiés. Est-ce que vous envisagez de faire monter sur scène ces réfugiés et de leur permettre d'avoir voix au chapitre pour être leur propre acteur d'intégration? Sachant que je complète sur le fait que je travaille aujourd'hui, j'aimerais beaucoup échanger avec vous sur ce sujet, mais j'ouvre un théâtre avec un public de réfugiés et on monte un festival qui s'appelle Pièces d'identité, donc avec une réflexion sur l'identité. Donc j'essaie de faire à une toute petite échelle ce que vous faites aujourd'hui et j'aimerais beaucoup apprendre de vous. Voilà. J'ai eu beau dire tout à l'heure que c'est un métier qui pouvait se faire sans diplôme, il ne se fait pas sans travail,
Et sans études, même si ces études peuvent être des études totalement personnelles, un acteur ne cesse jamais de les poursuivre. Travailler à la Comédie Française demande, ce qui est tout à fait possible pour un réfugié, mais c'est pas sa qualité de réfugié qui lui aidera à avoir ces qualités-là. Peut jouer jusqu'à 14 fois par semaine à peu près 5 titres différents, donc il doit avoir une capacité mozartienne à passer d'une chose à l'autre, à dire de la prose, du vers libre claudélien et de l'alexandrin le lendemain, etc. Donc je crois que c'était une définition de Jacques Lassalle, ils sont des opérateurs du verbe. C'est ça, au bout d'un moment, qu'ils deviennent, quel que soit le rapport qu'on ait avec le texte, au bout d'un moment, on a cette chance-là à la Comédie Française de manier tellement de langues extraordinaires et souvent des stylistiques différentes qu'on en devient spécialiste au bout d'un moment. C'est ce qui est mon critère de recrutement quand je dois recruter quelqu'un. Ensuite, sur le phénomène d'intégration, il est augmenté évidemment et d'autant plus urgemment par les réfugiés, mais il est un problème intrinsèque à notre pays. J'ai pas énormément de réponses à cette chose-là, si ce n'est déjà ma mission de recevoir le plus de jeunes possible, d'ouvrir le plus gratuitement possible, assez régulièrement le théâtre à qui n'aurait pas les moyens d'y rentrer sinon, de faire en sorte que les œuvres qu'on appelle les classiques, on se demande toujours pourquoi on appelle ça des classiques, je le comprends toujours dans le message que ça transporte, ou la transgression que ça c'est, encore une fois, c'est pas parce que c'est des classiques Larousse ou que c'est au programme de nos collèges ou de nos lycées que c'est des classiques, c'est parce que ça nous parle toujours. Donc ma mission à moi, c'est de continuer à faire parler pour que chacun s'y reconnaisse. Ma mission, c'est aussi de faire en sorte que voilà, dans Scapin, par exemple, sur 9 ou 10 acteurs, je crois, il y a 2 acteurs de couleur noire qui sont Bakary Sangaré et Gaël Kamilindi. Mon petit doigt me dit que les scolaires qui de temps en temps arrivent de banlieues où il y a plus de diversité dans leur classe qu'il y en a à la Comédie Française observent tout d'un coup qu'il y a 2 parents qui sont là sur le plateau et qui évidemment sont de grands opérateurs du verbe. Ils n'ont absolument aucun défaut par rapport à d'autres. Ce sont de grands acteurs. Et ce phénomène d'appropriation de leur culture, parce que c'est la leur, passe par ce genre de choses. Donc j'essaye d'y répondre dans ce sens-là. Et j'ai oublié votre première question. J'y ai répondu, très bien. De toute façon, effectivement, ce drame des migrants nous interpelle tous, le monde de l'entreprise, l'État et son impuissance devant un phénomène qui sera sans doute un des phénomènes majeurs de ce début du XXe siècle. Alors peut-être une... Oui, monsieur. Est-ce qu'on peut passer un micro? Oui. Ah, bon. Pardon, oui. Juste après. Merci. Pardonnez-nous, je n'ai pas vu. Juste après, vous aurez la parole. Voilà. Merci. Est-ce que la transmission autour de l'art n'est pas la meilleure occasion de faire de la transmission dans les apprentissages tout au long de la vie? C'est-à-dire, je pensais plus à la famille qu'à la petite école. Je pensais plutôt effectivement à entre générations, entre cultures même. Est-ce que c'est pas la meilleure façon d'amener, bien sûr, les gens au spectacle, de les amener aux études ou de les amener à l'emploi? Alors deux réponses peut-être. Stéphane Roussel et Gilles Pécou, bien sûr, vous allez répondre. Alors, sur la transmission, il y a un phénomène assez nouveau, c'est que ordinairement, les anciens apprennent aux jeunes. C'est-à-dire, et il y a un système de compagnonnage, et ça c'est merveilleux, il faut que ça continue. Mais il y en a un nouveau qui est arrivé avec le monde du digital, c'est que c'est les plus jeunes qui apprennent aux plus âgés. Quand vous essayez de vous utiliser un smartphone, vous essayez de rentrer dans c'est souvent l'enfant qui va apprendre au grand-père. Et ça, c'est assez merveilleux parce que du coup, il n'y a pas une notion hiérarchique dans la transmission. C'est la transmission, et là aussi, c'est pas du savoir qui descend. C'est parfois de la découverte de savoir-faire par pragmatisme. Donc ça, c'est assez génial parce que ça rend plus démocratique, je dirais, le système de transmission. Et là, j'ai une petite anecdote là-dessus assez amusante dans le savoir-faire des enfants, c'est que
quelqu'un dans l'entreprise qui me disait qu'un enfant de 5 ans et qui, pendant qu'elle faisait sa sieste, a pris son doigt sur son smartphone pour décoder. Elle a fait semblant de ne pas se réveiller parce qu'elle a dit qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir jouer aux jeux vidéo. Donc, je veux dire, il a compris, lui, à 4-5 ans, que voilà, c'est ce monde-là nouveau ouvre et bouleverse les règles de la transmission. Ça, je pense que c'est plutôt... Ça ne change pas, évidemment, le mode classique, je dirais, mais c'est quand même intéressant à souligner. Vous avez raison, Monsieur Roussel, de rappeler que la transmission, elle est intergénérationnelle dans les deux sens. C'est vraiment pas nouveau. Le début du 19e et le début du 20e sont pleins d'exemples d'enfants qui apprennent à lire avant leurs parents et qui vont apprendre à lire à leurs parents. Le corpus littéraire en est plein et on sait ces choses-là. Ce qui est nouveau, c'est que, en effet, on le fait sur d'autres supports maintenant et qu'on s'aperçoit qu'il y a nécessité de rattraper des savoirs de modernité. C'est cela. Donc, moi, je suis l'école est très satisfaite de cela parce que elle doit aussi récupérer la force d'avance qu'ont les enfants sur les adultes. Et elle doit être au rendez-vous. L'école a été à l'impulsion depuis longtemps. Là, elle doit être au rendez-vous. Elle essaie comme elle le peut. Pour ce qui est de l'art, bien sûr, monsieur, vous touchez une vraie question qui est de mettre en rapport la question éducative et la question sociale, en fait. Des enfants qui vont au spectacle, ils n'y allaient pas avec leur propre famille. Très souvent, Eric le voit, hein, nous avons des programmes avec la Comédie Française, nous en avons avec l'opéra, 10 mois d'école et opéra, etc. Des enfants qui n'étaient jamais allés dans ces grandes salles, ou voir, eh bien, très souvent, c'est vrai, ils ont envie de conduire leur famille. Et là, il faut que nous, grandes institutions artistiques et grandes institutions étatiques, nous donnions quand même les moyens à cette volonté de se matérialiser pleinement. Enfin, et s'il m'est permis, ce que disait M. Roussel aussi sur le compagnonnage, c'est majeur. Nous travaillons beaucoup avec le monde de l'entreprise. Nous travaillons par exemple avec la Fondation Hermès. Quand je suis devenu recteur de Paris, il ne m'apparaissait pas comme naturel et évident qu'un jour j'aurais à signer des conventions avec la grande entreprise bien connue par son écuyer là, d'Hermès, franchement. Hein. Et il me paraissait encore moins évident qu'Hermès, qui est une vraie entreprise extrêmement vraiment engagée, que leur fondation travaillerait avec les zones d'éducation prioritaire du 19e et du 20e arrondissement. Ben, ils le font. Ils le font et ils le font magnifiquement bien. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réussi à mobiliser leurs compagnons, leurs artisans de la cuirerie, enfin, tout ça. Ces gens-là, moi, je les ai vus travailler. Ils sont conscients de transmettre un savoir-être, bien sûr, un savoir-faire, et ils sont aussi conscients d'apprendre au contact des professeurs. C'est ça, la transmission. C'est ce mouvement de réciprocité. Bien sûr, et un savoir très précieux. Alors oui, la parole est là-haut. Oui, Claude Haroche. Hier soir, lors d'un débat consacré à la transmission valeurs féminines ou universelles, Muriel Mayette-Holtz, ancienne administratrice générale de la Comédie Française et actuelle directrice de l'Académie de France à Rome, Villa Médicis, à la question du journaliste. Concrètement, que faudrait-il faire dans le monde pour améliorer la transmission ? A répondu la chose suivante, je cite. Il faut inscrire la culture dès le plus jeune âge. Pas uniquement à travers des professeurs qui l'enseignent de manière formatée. Par exemple, dès les premières années d'école, tout le monde pourrait faire de la chorale, apprendre des textes par cœur, car l'oralité est fondamentale. Fin de citation. Puisque nous avons la chance de réunir sur un même plateau le président directeur général de Gameloft, le premier éditeur de jeux vidéo mobiles en Europe, et l'administrateur général de la Comédie Française, je voudrais leur demander à tous deux, peut-on imaginer un jour prochain
Des jeux vidéo reproduisant les pièces du répertoire de la Comédie Française. Voilà. Scapin. La tempête. Un fil à la patte. Ne serait-ce pas une manière d'intéresser les jeunes à nos grands textes et à nos grands comédiens? Merci. Et c'est un spectateur assidu de la Comédie Française qui parle. Alors, peut-être le créateur de jeux vidéo. Je vais vous dire, il y a plusieurs manières de financer les jeux vidéo, parce que malheureusement, je vais atterrir. Il faut qu'il y ait des clients, il faut qu'il y ait quand même un résultat à la fin. Il y a... Mais oui, je ne veux pas salir l'ambiance, mais quand même. C'est-à-dire que... Ah bon, c'est-à-dire Scapin, ça ne fait pas jouer... Je n'ai pas dit ça. Laissez-moi la chute quand même. C'est-à-dire que, effectivement, c'est gratuit maintenant les jeux vidéo. Vous rentrez dans un jeu, c'est gratuit. Il faut quelque part réussir à faire payer les personnes pendant le jeu pour que l'entreprise soit rentable. Ou avoir de la publicité. Quand je parle de la publicité, ce n'est pas un message publicitaire. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus valorisant. Donc, s'il y a un intérêt supérieur, commun, à travers un jeu, à passer des messages pour valoriser Gameloft comme étant effectivement un éditeur un peu plus haut de gamme, et pour la Comédie Française d'aller prolonger une expérience avec son public, ce que vous dites n'est pas absurde, loin de là. C'est-à-dire qu'il est, mon avis, probable que dans le domaine des jeux vidéo, on va se rapprocher des marques, entre guillemets. Alors la marque, ça peut être Comédie Française, ça peut être des marques de grande consommation. On commence d'ailleurs, on en fait déjà beaucoup de ce côté-là, et il est fort probable, pour l'intérêt de la Comédie Française et peut-être pour nous décaler, de faire quelque chose. En tout cas, ça ne me paraît pas absurde. On pourrait très bien avoir un jeu où le scénario change aussi. Il faut un peu se prendre des libertés, mais je ne sais pas ce qu'en pense Eric Ruff. Ça ne me paraît pas fou. Eric va répondre. Il me semble bien qu'il y a un jeu qui vient d'être créé sur le Petit Prince de Saint-Exupéry. Oui, je ne suis pas sûre que ce soit chez vous, mais... Oui, parce que le Petit Prince, c'est quelque chose qui est une marque. Quelque part, on en fait déjà beaucoup sur Disney nous-mêmes. Hein. Oui. Donc ça, c'est plus facile, je dirais. C'est quelque part, on exploite. Mais ça peut exister. Une œuvre littéraire. Bien sûr, ça peut exister. Eric, peut-être. Est-ce que c'est prometteur? On a ce rêve de tenter de produire des capsules, des jeux, où tout d'un coup, n'importe quel enfant, sur un texte, pourrait inventer son propre décor, le placer, inventer sa scénographie, inventer sa lumière, inventer la manière de jouer éventuellement en prenant dans des exemples. Voilà. Cette chose-là, elle peut être entendue. Ensuite, le jeu vidéo Scapin, savoir combien de bonhommes je vais mettre dans le sac par rapport... et combien il me reste de coups de bâton, je ne suis pas sûr que ça soit... Et nous arrêtons toujours quand même à quelque chose de fondamental, et peut-être que je me gourre, mais autant Monsieur Seydoux sur Pathé Live, le fait que nous fassions partie maintenant de sa collection où nous projetons en direct par satellite des représentations. Donc tout ça est basé sur l'émotion du hic et nunc, du ici et maintenant, à savoir si vous êtes dans la salle de cinéma exactement dans le même temps qu'un autre public est dans la salle de théâtre, vous pourriez en avoir la même émotion. Telle émotion qui est partagée par le comédien qui, lorsqu'il bafouille, maintenant bafouille pour le monde entier. Voilà, parce que c'est du direct. Voilà, ça peut rester. Malgré ça, j'ai des amis qui ont été regarder Scapin il n'y a pas longtemps. Pour ceux qui ont vu Scapin, Benjamin Laverne, qui joue le rôle, s'amuse à se mettre en interaction avec le public. Alors c'est facile dans Scapin, c'est un personnage qui peut parler. Je me souviens très bien que j'avais mis quelques jours avant la première, je lui ai dit tu devrais faire participer les gens au moment où Géronte est dans le sac et il doit inventer qu'il y a plein de spadassins qui arrivent, fais participer le public, sors une baguette et demande aux gens d'être les ténors, les basses, etc. Organise la chose. Il faut pas lui dire ça à Benjamin, il l'a fait immédiatement, ça a très très bien marché. Donc tout le monde à la salle Richelieu, mais petits et grands, vieux, jeunes, tout le monde hurle Géronte, 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 comme ils étaient à Guignol. Dans la salle de cinéma, ça ne marche pas. Ah oui. C'est juste une chose à constater. Ça ne veut pas dire que le principe de Monsieur Seydoux a cette limite-là, mais il n'en reste que les gens viennent au théâtre pour cette émotion pure. Nous, on le sait tout le temps, notre métier est de maîtriser totalement le texte, mais nous savons cette chose-là, c'est que quand on le perd ou qu'on a un chat dans la gorge, c'est là que les gens écoutent le mieux.
parce que la vie arrive à l'intérieur et que les gens viennent assister à ce miracle qui a l'air très très simple, mais qui sans doute dans nos vies est suffisamment masqué partout pour qu'on ne le repère pas. Donc on organise cette crèche-là pour que tout d'un coup, il y ait l'irruption du réel entre nous et qu'on puisse l'observer. Donc dans ce sens-là, le jeu vidéo peut être un supplément technique, un supplément d'âme, un supplément pédagogique. Il ne sera jamais l'essentiel. En parlant d'éruption dans le théâtre, j'ai une question très courte, parce que j'ai vu la pièce avant-hier. Est-ce que c'est une interprétation de l'acteur de carrément faire venir sur scène un enfant pour donner des coups de bâton? C'est une belle idée, mais c'était prévu ou il l'a fait intuitivement? Cette interactivité-là. Rien n'est prévu, mais à la Comédie Française, nous travaillons dans des lieux à peu près autant chargés que celui-ci. Et nous avons des bustes de Molière partout. Donc on a l'impression que ce Molière est celui-ci totalement figé. De temps en temps même, nous respectons à la virgule près le texte de Molière et nous oublions tous que c'est un éditeur qui a au bout d'un moment arrêté les lazzi que les acteurs de Molière faisaient. Donc est-ce lui qui a crédité cette chose-là? On n'en sait rien. Moi j'ai joué beaucoup les jeunes premiers de Molière. Je m'en mêlais les pinceaux entre et quoi charmante Élise, vous devenez toute mélancolique, ou et quoi charmante Marianne, je vous vois toute triste. Tous les débuts de scène sont les mêmes, tous les fins de scène sont les mêmes. Quand on sait comment était le public à l'époque, il est sûr que les acteurs avaient besoin d'improviser. Voilà. De même que quand Zerbinette voit sur son texte ha ha ha, ensuite hi hi hi, ensuite ho ho, si elle suit ça comme si c'était la Bible, elle est morte. Donc ce sont des didascalies pures et simples. Ça veut dire, le Molière te dit que là, il faut rire. Voilà, c'est juste ça. Mais tu le places où tu veux. De même que, effectivement, Benjamin, pour ce plaisir-là, tout ce qu'il invente, Molière n'a jamais écrit, et peut-être qu'il faut faire des chiens, des cochons, un dromadaire, un éléphant, ça il le fait parce qu'il a un bestiaire tout simple pour lui. L'enfant, on espérait, je voulais jouer à la piñata avec les enfants. Ça c'est un point de vue de décorateur, je rêvais que la grue qui pousse le sac passe au-dessus du public, c'est ce qu'elle fait, et que les enfants puissent venir faire la queue et prendre un bâton et taper sur Géronte. C'est la vengeance des enfants, on peut enfin taper sur son père, donc c'est un fantasme répandu. Sauf que la piñata, il y a plein de vidéos de piñata partout, c'est toujours le père qui se prend le coup de bâton et pas du tout la piñata. Donc on avait peur qu'il y ait des problèmes de sécurité dans la salle. Donc pour résoudre ça, on s'est dit, on va faire monter un enfant qui sera le représentant de tous les autres. Donc la réponse est que chaque fois qu'on joue Scapin, un enfant monte sur cette scène, et c'est vrai que c'est absolument merveilleux. Et bien sûr, ça prouve que le spectacle vivant transcendra toujours notre progrès technique, nos guerres, nos difficultés, nos violences. Vous êtes immortel, Éric Ruff, grâce à ce que vous faites. On est immortel parce que nous sommes inactuels. C'est peut-être ça aussi qu'on peut rajouter sur toutes ces questions. C'est pourquoi est-ce qu'on vient au théâtre et pourquoi, d'une certaine manière, il a une vertu pédagogique un peu augmentée pour toute génération. Et parce que nos classiques n'ont jamais fini de nous parler. D'une certaine manière, notre seule mission à nous, c'est de les réactiver pour qu'on les entende. Mais savoir que nous n'avons pas beaucoup avancé depuis 3 siècles, ça peut être énervant, ça peut créer un peu de compassion aussi entre nous. Voilà, que le schmilblick n'avance pas. Bon, voilà, le cheptel humain est peut-être ainsi fait qu'on tombe toujours dans les mêmes panneaux. D'une certaine manière, on est tous les uns à côté des autres assis pour s'en apercevoir de cette chose-là. Mais nous n'arrivons pas au théâtre à être dans l'actualité. C'est notre grande force, parce qu'il faut l'organiser, le théâtre. C'est un médium, il y a du temps. Donc dans ce temps-là, on arrive finalement à dire une chose plus essentielle, peut-être moins manichéenne, plus riche de notre actualité, parce qu'elle est simplement un peu déportée. C'est la grande différence. On n'a pas d'éléments de langage au théâtre, d'une certaine manière. Lorsque nous avons, lors de la tuerie de Charlie Hebdo, tous les établissements qui jouaient ont décidé de jouer pour défendre. Tout plateau était bon pour réaffirmer la liberté de parole. On jouait Tartuffe à la Comédie Française.
Il est sûr que l'ensemble de mes camarades qui jouaient Tartuffe m'ont dit on n'a jamais vécu une représentation comme ça, on n'a jamais eu une écoute comme ça. Évidemment, le faux dévot, voilà, on connaît tous la pièce. Mais petit à petit, tous les autres camarades de tous les autres théâtres m'ont dit on n'a jamais eu une écoute comme ça. Pourtant, ils ne jouaient pas Tartuffe. La moindre littérature, la moindre intelligence, tout d'un coup, avait une résonance absolument incroyable. Et d'autant plus que c'était des textes classiques, certaines fois, qui n'étaient pas du tout une réaction immédiate et toujours forcément un petit peu maigre. Donc, la transmission de nos vies, de notre organisation sociale, de nos défauts, de notre magnificence et de notre crasse humanité, elle passe aussi beaucoup par le théâtre. C'est aussi pour ça que les gens, moi, quand j'étais jeune acteur, j'étais persuadé d'assister aux 5 dernières années où on verrait des gens venir au théâtre. Je me disais, mais qu'est-ce qui fait que les gens, vu ce qu'on a à la maison, vu le nombre de chaînes que nous avons, le nombre de replays, de trucs, qu'est-ce qui fait que les gens partent encore, prennent leur métier, le métro, partent un peu plus tôt, préviennent leur patron qui doivent partir plus tôt, etc., viennent jusqu'à la Comédie Française pour s'enfermer des fois au milieu d'un rang duquel on ne peut pas sortir, alors qu'on sait que de temps en temps, le théâtre peut provoquer un ennui, des fois absolument gravissime. Et on ne peut pas sortir. Qu'est-ce qui pousse les gens à passer à travers cette forêt complexe de contraintes? Mais c'est parce que le théâtre nous parle, va chercher des émotions collectives qu'on n'arrive pas à voir ni à la télévision, ni au cinéma, ni dans les jeux vidéo, dans d'autres choses. Parce que cet inactuel répond, est une transmission et une pédagogie pour toute génération, tout le temps. Voilà. Pour prolonger ce que vous dites, c'est vrai. C'est vrai aussi pour la musique, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de personnes. On a l'Olympia. C'est vrai pour le spectacle vivant. C'est vrai pour le spectacle vivant, parce que C'est- plus on est dans le monde, au-delà du phénomène sociologique que vous décrivez, plus on est dans le monde du digital et du virtuel et de pouvoir communiquer sans se voir, plus, à contrario, on a envie de se voir. C'est-à-dire plus il y a d'impératifs géants. C'est pas parce qu'il y a Facebook qu'on n'avait pas envie de voir les gens. C'est-à-dire au contraire. C'est-à-dire que c'est les deux phénomènes qui viennent en même temps. Et l'envie de physiquement être ensemble, je crois qu'il y a de ça aussi. C'est le fait d'être physiquement ensemble. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec vous. Il y a des limites dans le live à la télé. C'est que voilà, il y a rien de remplace cette expérience physique. Mais c'est vrai au-delà du théâtre. Et c'est vrai en entreprise. C'est-à-dire, je me suis aperçu qu'on fait de moins en moins de séminaires pour s'informer, pour se réunir pour s'informer, parce qu'on a des moyens techno qui permettent de balayer ça. Et par contre, on fait de plus en plus de choses beaucoup plus riches et intenses qui mêlent de l'informel et du formel pour que les gens, quand ils se voient, il se passe quelque chose de différent. Donc il y a une richesse. Je dirais que pour être positif, cette révolution de pouvoir communiquer technologiquement a permis de balayer tout ce qui est d'inutile dans la relation d'information, pour que quand on se voit, c'est pour construire ensemble et c'est pour vivre physiquement quelque chose ensemble, parce que vous ne pouvez pas créer à distance. Voilà. De la même façon que les progrès technologiques, bien sûr, qui diffusent l'information, le savoir, qui transmettent ce savoir, ne remplaceront jamais le contact avec le professeur, le contact avec le charisme personnel d'un enseignant, l'être humain qui va parler à l'élève. Absolument. La relation entre un maître et un disciple, ou un maître et un élève, et surtout la relation entre élèves également, comme ce que vous évoquiez, elle n'est jamais remplacée par un média interactif. Ça, c'est tout à fait clair. Sauf que nous pouvons utiliser, en effet, l'ensemble de ces éléments évoqués, techniques, ou tout ce que vous voudrez, pour produire encore plus, c'est vous qui évoquiez cela tout à l'heure, d'intelligence collective, mais en tout cas pour permettre aux gens de se rencontrer plus facilement. Je suis pas sûr que l'équidistance soit aussi égale que ça, entre le fait que nos vies sur les écrans provoquent une envie de se voir. C'est juste, en même temps, l'éducation que nous devons produire pour l'un et pas pour l'autre n'est pas égale. Le jour où le gamin qui prend le pouce de sa mamie pour faire son code et jouer, le jour où il lui piquera son billet de théâtre dans le sac, je suis pas sûr. Je partage ce que dit Eric. Je pense que nous pouvons utiliser, que nous utilisons et nous faisons fructifier. Je ne pense pas que nous
bénéficions immédiatement en matière de contact. Cela, c'est clair et net. L'expérience le montre chaque jour. Alors, on m'indique qu'il nous reste 5 petites minutes. On va peut-être prendre encore 2 questions de la salle, oui. Peut-être madame, et puis, enfin voilà, j'essaierai de répartir un peu équitable, mais malheureusement, il y aura des déçus, forcément. Tenez, voilà, vous avez un micro. Bonjour, Alicia Isard. Alors j'aurais une question plutôt pour Monsieur Pécou. Je travaille dans un réseau d'entreprises engagées dans l'innovation sociale, donc qui s'engagent dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de la diversité et du mécénat. On voit assez facilement aujourd'hui pourquoi les entreprises vont se tourner vers l'école, ce que l'école a à transmettre aux entreprises, notamment en termes de ce que les jeunes recherchent. Elles se livrent aujourd'hui une bataille pour attirer les talents, pour les garder. J'aimerais savoir, en tant que recteur, ce que vous pensez que l'entreprise a à transmettre au monde de l'école, plutôt en termes de valeurs et de vision que des apports financiers qu'on peut imaginer. Alors, je ne néglige pas les apports financiers, première chose. Je le dis publiquement, tant pis si cela on m'en fait grief. Première chose. Ensuite, ce que l'entreprise, qui est diverse, peut apporter à l'école, je le vois chaque jour depuis que je suis recteur. C'est d'abord le fonctionnement d'une société de travail qui n'est pas en effet en opposition avec la société d'apprentissage et de travail intellectuel. Qu'est-ce que ça veut dire reconstituer des formes de division du travail, parfois de hiérarchie, de dépassement de cette hiérarchie, etc. L'entreprise le montre aux jeunes qui ont besoin de connaître cela avant de l'affronter ou de s'y insérer. Ensuite, de façon plus précise, moi j'ai de très nombreux exemples où la culture du geste, par exemple, qui est le geste de la main. On ne cesse de dire qu'il n'y a pas d'opposition fondamentale. Alors, il y en a certainement, mais enfin, entre le geste et l'opération intellectuelle, moi, je pense qu'en effet, il faut les prendre dans une approche globale. L'entreprise, tout dépend laquelle, mais enfin, un certain nombre d'entreprises nous permettent de familiariser nos élèves à cela. L'entreprise permet de montrer à des jeunes, je le répète encore une fois, ce qu'est le fonctionnement d'une société qui est la leur, qui est celle de leur famille, dans laquelle il n'y a pas de rupture avec leurs apprentissages, mais il y a malgré tout un changement d'échelle. Voilà, ça, je le dis très simplement, c'est du quantitatif d'abord. Ensuite, qualitativement, leur permet ce que j'attends de l'entreprise, moi, c'est qu'on explique justement aux jeunes, aux élèves, que tout ce qu'ils ont appris jusqu'alors, bien ou mal, je le reconnais, n'est pas en complète contradiction avec tout ce qu'on leur demande. C'est l'appel que je lance aux entreprises. C'est d'abord un appel que je lance à ma propre communauté, essayer de montrer que nous apprenons un certain nombre d'éléments qui serviront à nos jeunes pour s'insérer, mais je lance le même appel au monde de l'entreprise. Je le lance à travers des éléments très ponctuels, comme les stages, par exemple. Vous ne savez pas la difficulté qu'il y a pour l'éducation nationale, la difficulté qu'il continue à y avoir pour trouver des stages d'entreprise. Nous n'en avons pas parlé, certes, mais c'est une chose... Et les gens qui sont ici en sont convaincus, puisqu'ils font ce qu'ils peuvent pour nous aider. Mais c'est un monde, là, pour le coup, où nous voyons ce qu'est l'étrangeté. Nous ne rencontrons jamais ces difficultés pour le reste de nos partenaires ou acteurs, là, pour le coup, institutionnels ou artistiques. Stéphane, peut-être une réponse assez courte sur les stages. Oui, c'est vrai que la demande est supérieure à l'offre, tout simplement. Ça, c'est clair. Et... peut-être aussi parce que les stages arrivent à peu près au même moment dans le système d'éducation française. C'est-à-dire c'est souvent, il y a eu quand même des innovations, mais c'est souvent très proche du moment d'arrivée dans la vie professionnelle. Donc il y a peut-être un manque de palier de régularité dans ces différentes expériences qui fait qu'il y a mécaniquement un flux.
Et c'est vrai que l'offre du côté de l'entreprise est trop faible, donc ce n'est pas par manque de volonté. Alors, par contre, ce qu'on essaie de combattre, il ne faut pas croire qu'on réserve les stages pour des gens qui viendraient en dehors de l'université. Ça, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que là, on a des progrès entre l'université et l'entreprise qui fait que voilà, on accueille des gens qui viennent de différents univers. Il n'y a pas besoin d'être dans une grande école pour être sûr d'avoir un stage. C'est pas vrai. Ça, c'est une idée fausse. Par contre, la différence se fait au moment de l'entretien où malheureusement, il faut le dire, dans les grandes écoles, ils sont plus préparés à un entretien d'embauche, même de stage, qu'à l'université. Ça reste encore vrai. Il y a des progrès. Ils ne sont pas plus doués pourtant, les candidats, mais ils sont plus entraînés tout bêtement. L'oralité, par exemple, évidemment. Alors peut-être la dernière question. Pardon de faire un choix. Je suis un petit peu désolée, mais il faut respecter les temps. Madame, oui. Oui, merci. C'est pas vraiment une question. C'est d'abord que je vous remercie parce que j'ai trouvé intéressant ce que chacun de vous a apporté, et en tout cas pour moi, de pouvoir voir des liens entre trois mondes. Donc ça a été enrichissant pour moi. Et un petit peu comme une personne l'a fait tout à l'heure, j'avais envie de vous faire une proposition. Donc ça vaut ce que ça vaut. Voilà. Donc moi, comme je vous disais, j'ai vraiment vu des liens entre vos mondes. Je vais être peut-être un peu très pragmatique, mais je crois, on a parlé beaucoup vous avez parlé de combat contre les stéréotypes, c'est aussi le mien souvent. On a parlé de différence et que quelquefois l'innovation, elle est simplement du fait de réussir à écouter les différences, de mettre ensemble les différences. Donc vous êtes trois mondes différents. Et moi, ce que je souhaiterais, peut-être que ça existe d'ailleurs, hein, donc là je suis très modeste, peut-être que c'est tout simplement que j'ai jamais eu accès, c'est que quand vous avez vos réunions avec des entreprises, quand vous vous réunissez pour essayer de créer des projets ensemble, pour voir justement ces liens entre des mondes, je crois qu'il faudrait faire des vidéos. Je crois qu'il faudrait montrer, diffuser qu'on peut réussir, parce que c'est quand même... Moi je suis consultante RH en entreprise, hein, et quand même... on travaille sur la diversité, les différences, mais on en est loin de cette intégration. C'est quelque chose de difficile parce que nous, on est des êtres humains et que voilà, hein, je suis psychologue moi aussi et que c'est difficile. J'aimerais qu'on puisse voir que ça peut marcher, qu'il y a des bonnes pratiques, comme diraient les Américains. Voilà, ce serait peut-être tout simplement que quand vous le faites, eh ben, pourquoi pas avoir des vidéos, les diffuser et en faire des modèles partiels, bien sûr, partiels dans le monde de la complexité dans lequel nous sommes. On ne va pas dire qu'il n'y a qu'un modèle, mais peut-être que ce serait intéressant. Voilà, c'est une proposition. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup de cette suggestion. Alors, il nous reste à vous remercier tous d'être venus. Je crois que c'était passionnant. Merci bien sûr à Marie, Elsa et Chloé, parce que leurs questions ont nourri le débat et elles m'ont nourri d'ailleurs aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir réfléchi. Merci infiniment Eric Ruff. Donc, allez tous au théâtre. Bon, enfin ça, bon, le théâtre est plein. Monsieur le recteur Gilles Pécou et Stéphane Roussel. Je crois que c'était vraiment très intéressant. Merci à tous.